Yes, we can. ¡Que viva el pueblo gozo! ¡Que viva el gozo! I have a dream. Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue pendant le 20h, votre rendez-vous de décryptage de l'actualité par la culture. Littérature jeunesse, le nouvel Eldorado, c'est notre séquence opinion du soir avec la journaliste Christine Siméon et l'auteur Dominique Même, suivi du décryptage Le livre jeunesse et les parents avec Marie-Josée Arrigui-Landine et Marcel Petriccioli. À mes côtés, Christine Siméon, journaliste à France Inter, et Dominique Même, auteur notamment de littérature jeunesse. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Le marché du livre jeunesse se porte très bien et représente près de 600 millions d'euros de chiffre d'affaires, soit près de 15% du marché total du livre. Comment expliquez-vous ce succès ? Parce qu'on fait des enfants. En fait, non. Il semblerait qu'en fait, dernièrement en tout cas, les adaptations cinématographiques, notamment de Harry Potter, pourra-t-on ne pas parler d'Harry Potter, soit en partie à l'origine quand même de ce coup de booster sur la littérature jeunesse, mais qui est quand même depuis assez longtemps vraiment un pilier important du marché du livre en général en fait. 15%, c'est un chiffre colossal. Marcel, en deuxième partie d'émission, Marcel Petriccioli, notre libraire, étayera tout cela plus fortement que moi, parce que c'est un véritable expert en la matière. Palais de chiffres, d'autres chiffres. Et c'est pour vous, Dominique. Son bilan du marché du livre, l'Institut GfK, montre que les années 2015 et 2016 ont été littéralement portées par deux titres phares. C'est étonnant, Astérix, avec 23 millions de chiffre d'affaires en 2015, et Harry Potter, 33 millions d'euros. Toujours Harry Potter. Encore Harry Potter. Encore Harry Potter. Oui, ce que pointe Christine très justement, c'est qu'il y a une apparente bonne santé de la littérature jeunesse. Une apparente. Mais ce qui est étrange quand même, c'est que quels sont les livres qui sont vendus? Et ces livres-là, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'en font les enfants? Qu'est-ce qu'en font les parents? Parce que paradoxalement, il y a aussi... les parents se plaignent assez souvent, les enseignants aussi, qu'il y a un manque d'appétence pour la lecture. Donc, qu'est-ce que ça pointe? Est-ce que ça pointe justement que c'est l'industrie, une certaine industrie cinématographique qui récupère le livre? Voilà. Ouais, c'est juste, je vais donner, après on arrêtera là avec les classements, je vais donner quelques ouvrages, les meilleures ventes de 2016, et ça correspond à ce que vous nous dites, Dominique. Les meilleures ventes des livres jeunesse en 2016, vous retrouvez, nous l'avons dit évidemment, la saga Harry Potter de J.K. Rowling, le tome 1, l'école des sorciers, toujours l'école des sorciers, La couleur des émotions de Marie Antilogus et Anna Lénas aux éditions 4 Fleuves. Là aussi, c'est intéressant parce que un petit peu différent des autres, et 13 Reasons Why de Jay Asher, traduit par Nathalie Perroni. C'est un ouvrage dont l'adaptation série télé est disponible sur Netflix. Dans le cas du livre sur les émotions et les couleurs, en fait, là, je pense qu'on peut dire que c'est un exemple où effectivement la littérature jeunesse fait sa place et prend sa place auprès du grand public, sans rester effectivement dans un milieu un peu à la recherche d'esthétisme, etc. Et que là, vraiment, là, je pense qu'on peut dire que c'est une vraie réussite. Voilà. Mais effectivement, ça en fait, c'est une réussite, bon, parmi effectivement des poids lourds que vous avez cités comme Astérix ou Potter en fait. Lorsque l'on parle de littérature jeunesse, on s'adresse évidemment aux tout petits ou aux plus jeunes, mais également aux parents. C'est essentiel. Ça passe par les parents, la transmission. C'est aussi un paradoxe, parce qu'en fait, l'auteur écrit, s'adresse aux enfants, mais il sait pertinemment, et notamment les maisons d'édition, que sont les parents qui achètent les livres. Donc il y a là un jeu. Alors pour la langue, c'est très difficile, parce que l'auteur, lui, va se préoccuper de l'enfant. Quand vous avez Pef qui écrit Le Prince des mots tordus,
heureusement qu'il ne réfléchit pas seulement à s'adresser aux parents. Oui. Parce que sinon, il se serait censuré et ça n'aurait pas été le succès qu'il a eu. Oui. Je crois que les enfants, ce qu'ils aiment, c'est... Alors, ils entrent dans la complexité de la langue, mais c'est un jeu. Et c'est ça qui fonctionne très bien. Je crois que c'est l'intérêt de ces livres-là. C'est l'intérêt de ce livre aussi sur les couleurs. Et ça, c'est une surprise extraordinaire parmi ces blockbusters de... Alors, il y a eu vice-versa. Aussi, oui. Comme succès cinématographique juste avant. Juste, je suis en train de me refaire le film, c'est le cas de le dire, dans l'histoire des publications. On a eu ce film extraordinaire, vice-versa. Et on a eu ce livre en suivant. Alors, ce n'était pas forcément voulu, mais je pense que le public, du coup, a accédé à une réflexion à travers le film et que ça a sûrement porté les parents à se dire « mais apprenons les émotions à nos enfants de manière différente » et peut-être que ça les a renseignés eux-mêmes, d'ailleurs, sur leurs propres émotions. Christine, justement, comment raconter la littérature jeunesse aux parents? C'est ça la clé. Alors, ce qu'il faut se souvenir, c'est qu'en général, un auteur jeunesse, lui, ne se pose pas de questions et ne se demande pas comment on parle aux enfants. Ils sont en général dans une autre démarche. Et voilà. Et le conseil, enfin, je ne sais pas s'il faut donner des conseils aux parents, mais je pense qu'en fait, les parents, il faut qu'ils suivent leurs enfants dans cette histoire et qu'ils suivent le chemin de leur enfant, qu'ils laissent les enfants libres dans un rayon de librairie et peu importe que, et qu'ils trouvent eux-mêmes du plaisir dans ce qu'ils découvrent entre les pages et entre les lignes, les couleurs, les mots, etc. Et je pense qu'un parent qui prend plaisir à partager un livre, en fait, son enfant va le suivre aussi. Donc je pense que c'est juste une question de plaisir et de comment ça fait écho en nous, en fait. Le partage entre les parents, la lecture, le soir, au moment du coucher, et l'enfant. Mais c'est vrai que l'auteur ne se pose pas... Vous vous la posez quand vous avez écrit Les Détectives du Potager, notamment. Non, moi je m'amuse en fait, beaucoup. Et donc je me pose pas la question, est-ce que j'utilise ce mot, est-ce que la maman qui va lire le livre va être choquée, ou est-ce que le mot est trop compliqué? Parce qu'il y a eu une tendance à une certaine époque d'élaguer, vraiment de lisser la langue pour entre guillemets, qu'elle soit accessible à l'enfant. C'est faux. Moi, je vois très bien dans mes ateliers d'écriture que les enfants aiment la complexité de cette langue. Ils jouent avec ces mots. Ils s'en servent. L'accent circonflexe, qu'il soit là, qu'il existe, il existe parce qu'il a une histoire. Et quand on raconte des histoires aux enfants, ça fonctionne à merveille. Ils ont une facilité à entrer dans ce jeu imaginatif. C'est vraiment quelque chose d'unique. Ils ont plus de facilité que les adultes à entrer dans le jeu imaginatif. Est-ce qu'on peut poser la question de quelle littérature pour la jeunesse? Une sorte de catégorisation de la littérature? Tout. Moi, je pense que c'est vraiment une question de partage. Et en fait, moi, je fais une expérience personnelle, je vais raconter, tant pis. Je me suis retrouvée à lire, vous savez, est sorti ces jours-ci en version BD, sous le dessin de Jacques Ferrandez, le livre de Camus, Le Premier Homme. Oui. Je l'ai partagé avec une fillette de 8 ans. Voilà. Et nous avons lu tout le livre. Alors, j'ai sauté 2 ou 3 bulles, mais vraiment pas plus, parce qu'il y a vraiment des choses extrêmement violentes, mais on a partagé l'intégralité de ce livre ensemble. On l'a regardé. Cet homme qui est un enfant, puis qui est un adulte, qui parle à sa mère, cette femme qui accouche. Enfin, il n'y a que des choses intéressantes. Les enfants sont passionnés par l'idée de devenir grands, tout simplement. Donc c'est ça qui les intéresse. Il y a l'importance de l'oralité aussi dans la transmission de la passion pour la lecture, notamment de la littérature jeunesse. Oui, parce que voilà, c'est le soir, c'est le coucher, il y a un rituel. La lecture et la littérature jeunesse, elle est vraiment liée à un rituel. Ce rituel de la voix de la mère, c'est la musique. Une littérature jeunesse, quand on écrit pour les enfants, c'est une partition, on écrit une musique. Et effectivement, c'est très important que l'enfant entende la voix de la mère, la voix du père ou de la grand-mère, peu importe, mais cette voix qui va le bercer. Donc cette transmission, elle est nécessaire. Alors c'est à l'auteur que je m'adresse. Comment trouver cette musicalité des mots, Dominique Mémy? Comment trouver cette musicalité des mots? Je crois que c'est vraiment... c'est pas une question...
qu'on se pose. C'est vraiment l'écriture qui vous amène vers cette musicalité. C'est le jeu, c'est vraiment s'amuser. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il faut construire comme, je dirais, on construirait un roman. C'est très, très, très différent. Il y a vraiment ce côté ludique dans l'écriture pour enfants. Vraiment ce côté où vous êtes un enfant et vous jouez avec les enfants, vous jouez avec les mots. Et vous vous autorisez beaucoup. C'est ce que je dis souvent, je reviens aux ateliers, mais on peut tout se permettre en littérature jeunesse, je dis aux enfants. Vous avez votre trousse là, quand ils sont à l'école, j'ai dit, cette trousse, penchez-vous, écoutez. Ils me regardent. Vous écoutez la voix, il y a une petite voix qui vous parle. Laisse-moi sortir, des choses comme ça. J'ai dit, voilà, vous pouvez vous permettre n'importe quoi. Parce qu'on me dit, comment vous viennent les idées? Mais vous êtes en voiture, vous roulez, il y a un hérisson. Vous imaginez que le hérisson va stopper la voiture. Et voilà, et l'imaginaire part. Et on peut tout se permettre. Ce qui est plus difficile dans la littérature générale. Donc, voilà. Quelles seraient les caractéristiques d'un bon livre jeunesse? Alors, je pose cette question, mais en même temps... La réponse est sous la table. La réponse est sous la table. Parce que, voyez-vous, chers téléspectateurs, nous venons tous avec des petites fiches. Mais Dominique Même, non, ne vient pas avec des petites fiches. Non, évidemment, Dominique Même vient avec de grandes fiches, d'immenses fiches. Elles sont là. Elle est là, en l'occurrence. La réponse est ici. Voilà, la réponse est ici. C'était lors des rencontres Racines de Ciel. J'avais demandé à plusieurs auteurs, je voulais faire une exposition pour la matinée jeunesse. J'avais demandé à plusieurs auteurs de répondre à cette question, pourquoi écrivez-vous pour la jeunesse? Et c'est une des réponses qui je trouve très, très intéressante parce qu'elle est très amusante. Sais pour que vous voyez. Voilà, alors c'est Francesco Pitto qui dit « Je ne peux pas répondre moi-même, j'ai besoin de réponses périphériques ». Donc je m'adresse par exemple à mon père. Mon père dit il a choisi un métier de fainéant. Pour faire un vrai travail, il faut se lever tôt et ne pas avoir peur de mettre les mains dans le cambouis. Lui, le cambouis, il ne connaît pas. Et ça continue. Mon voisin, un jour, il a raconté à mon fils, son meilleur copain, qu'il avait voyagé très loin en Afrique et qu'il avait tué des lions à main nue, etc., etc. Et l'éditeur qui dit qu'il est grassement payé, voilà. Et l'auteur finit par dire parce que ça m'amuse. Mais c'est le plus important. Voilà. J'ai fait le prompteur humain. Voilà, au moins ça c'est fait. Juste pour... non, mais je vous en prie, Dominique. Selon vous, est-ce qu'avec le numérique, les nouvelles technologies, peut-on dire qu'il y a une transformation des habitudes de lecture, y compris pour les plus jeunes, Alors j'ai envie de dire oui et non. Pour l'instant, c'est extrêmement marginal. La production de littérature jeunesse sur le numérique n'est pas encore vraiment existante en fait. Elle est assez marginale. Donc on ne peut pas dire qu'il y a de nouvelles habitudes qui se prennent. Par contre, ce qui est sûr, c'est que et les éditeurs et les professionnels, chacun de leur côté, ont à travailler ensemble pour pouvoir fabriquer quelque chose qui soit à la fois adapté au numérique et en même temps qui ouvre toutes les portes de l'imagination aux enfants. Il y a un label européen qui est en train de se créer ou d'essayer de se créer autour de ça, qui s'appelle Transbook, et où là, en fait, effectivement, les professionnels, mais ça ne concerne pas que la France, toute l'Europe, essaient effectivement de trouver, parce que c'est pareil, le circuit économique n'existe pas encore de la production et de la diffusion de ces productions. Comment favoriser, Dominique, selon vous, un circuit, je ne sais pas si le terme est bon, mais voilà, cette idée de développer un circuit de lecture pour le plus jeune. Alors on l'a compris, le plaisir, avant tout, c'est essentiel. La transmission, l'oralité, les parents. Mais la place des libraires, elle est essentielle. Ah oui, la place des libraires, la place des bibliothèques. Les libraires, ils ont un rôle à jouer. C'est vrai que souvent, en librairie, maintenant, c'est en train de changer, mais souvent, le coin jeunesse, il est portion congrue. Il est mal placé, il est dans un coin, il est mal éclairé. Il faudrait, c'est vrai, davantage, certaines librairies le font, des petites chaises, un tapis, de la couleur, qui puisse vraiment, que les enfants aient le désir de se rendre en librairie. Un véritable espace de jeu. Oui, et que les parents qui ont envie de choisir un livre puissent laisser leur enfant dans ce coin-là, et les deux peuvent y trouver leur compte,
finalement. Espace de convivialité presque intergénérationnel. Je pense qu'on pourrait faire pareil pour les grands, en fait. Oui. Et que certaines librairies, elles sont rares, mais le font. Et je pense qu'en fait, il n'y a pas de raison que les petits ou les grands soient accueillis différemment quand on y réfléchit. 40 secondes pour répondre à la question. C'est terrible, c'est quand je le dis avec une sensation. Mais vous allez voir, vous avez raison de dire que c'est terrible. Oui, la littérature jeunesse, le nouvel Eldorado. Et c'est avec vous, Christine, que je débute. Alors, Philippe, nouvel Eldorado, mais pour qui? Pour les éditeurs? Pour les libraires? Pour les auteurs? Ce n'est pas certain du tout, parce que s'il y a quelqu'un ou des gens pour qui ça n'est pas tout à fait un nouvel Eldorado, je pense que ce sont pour les auteurs, parce qu'on ne peut pas dire que l'on devienne particulièrement riche et confortablement installé juste avec la littérature jeunesse. Pour les parents, peut-être, à partir du moment où ils ouvrent un livre jeunesse, je pense que ça peut vraiment être un nouvel Eldorado, parce que c'est une esthétique et un imaginaire qui s'ouvrent. Et donc, pour les auteurs, je dis attention à eux, surtout. Et en plus, ils ont une liberté à défendre. Dernièrement, ils ont eu à prendre la parole là-dessus, par rapport à ceux qui ont des idées assez fermées sur ce que doivent être les livres pour enfants. Dominique? Ça a débuté. Donc, un nouvel Eldorado. Effectivement, il faut que nous soyons très prudents, les auteurs. Christine a pointé quelque chose de juste, avec surtout le numérique. Il y a vraiment beaucoup de choses sur le droit d'auteur numérique. Maintenant, si l'Eldorado s'est renoué avec le mythe, oui, la littérature, c'est un nouvel Eldorado. Voilà. Je pense que j'ai été trop rapide. Non, vous avez été très bien. Quand on termine avec la littérature est un nouvel Eldorado, on ne peut plus rien dire derrière. C'est comme cela. On va poursuivre notre conversation, évidemment. Le livre jeunesse connaît donc un véritable essor, nous l'avons dit. Allons plus loin dans notre réflexion. Raconter cette littérature aux parents pour favoriser la transmission aux enfants. C'est notre décryptage culture. Nous en rejoint Marie-Josée Arrigui-Landine, éditrice, journaliste, éditrice notamment de livres jeunesse. Tout à fait. Et Marcel Pétrichol, chroniqueur littéraire et libraire, grand spécialiste du livre jeunesse. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Marie-Jo, vous avez décidé de nous parler de Disney. Notamment. Oui, notamment, tout à fait, oui, parce que vous avez raison, vous l'avez dit tout à l'heure, Dominique, pour séduire les parents, puisque ce sont eux qui vont faire l'acte d'achat, il faut aussi arriver à les convaincre. Et l'adaptation, le médium cinéma, c'est vrai que c'est un médium très convivial, on peut y aller en famille, fait très bien le job. Et l'adaptation donc de littérature enfantine va bien fonctionner. Et c'est vrai que ce géant quand même de l'animation qui est Walt Disney, il fait ça depuis des années et des années, en puisant précisément dans le conte, qui est vraiment la littérature jeunesse par excellence, mais non seulement de l'enfant, mais des parents et des grands-parents et peut-être même des arrière-grands-parents, parce que là, ce dont je vais vous parler date quand même tous du 19e siècle. On se rappelle quand même de l'adaptation 1937 de Blanche-Neige, c'est un conte des frères Grimm, de Pinocchio. C'est un récit qui a été, 1940 pour Disney, qui a été écrit en 1883 par Carlo Collodi. Alice au Pays des Merveilles, Lewis Carroll évidemment. 1865, Le Livre de la Jungle, Rudyard Kipling. Oliver Twist, Charles Dickens. Notre-Dame de Paris, le grand Victor Hugo, et même La Reine des Neiges. Moi, je pensais que c'était une création, mais non, c'est un conte d'Andersen aussi qui a été... C'est vrai, je ne connaissais pas. C'est mon conte préféré. Un conte d'Andersen, donc de 1840. Bon, librement adapté, du conte d'Andersen. Très librement adapté. Mais voyez, d'un seul coup, l'adaptation va renvoyer vers le livre, et justement, pour la seule Reine des Neiges, 450 000 albums, donc sous licence Reine des Neiges, ont été vendus dans l'année qui a suivi la parution la sortie du film. Donc c'est quand même quelque chose qui est extrêmement important, et ça marche un peu pour tout. Ça marche aussi pour la bande dessinée. Alors vous allez tout de suite penser aux comics, mais non, ça c'est un public un petit peu plus âgé. On va laisser les Marvel et les DC de côté. C'est le domaine de Marcel, tout à fait. Mais je pense à une autre bande dessinée qui a aussi bercé notre génération et même celle de nos parents. C'est Tintin, et l'adaptation qu'on a eue en 2011 de Spielberg des aventures de Tintin, c'était Le Secret de la Licorne. Enfin, bon, il y avait plusieurs albums qui étaient quand même mélangés, et c'est un film d'animation extrêmement bien réalisé, très séduisant, le type de film justement à aller voir en famille, et avec son budget de quand même 135 millions de dollars,
on imagine que ça a un petit peu relancé les ventes quand même de nos albums de Tintin. Voilà, après vous le disiez, les phénomènes comme Harry Potter qui sont suivis après par le goût qui redonnait aux adolescents de la lecture avec Twilight, Divergente, les jeux vidéo aussi qui se sont adaptés. Et puis il ne faut pas oublier surtout que le livre d'abord devient un objet exotique parce que les enfants tout petits ont des tablettes numériques entre les mains et beaucoup moins de livres. Et finalement ce livre, comme le dit la psychologue Claire Lambert, il peut être regardé, touché, manipulé. Et ça, ce sont des activités qui sont fondamentales aussi dans le développement psychologique de l'enfant. Et moins de danger aussi pour les yeux et pour les contenus. Quand on a une adaptation, il faut revenir. S'il y a des adaptations, comme Tintin quoi, c'est parce que les livres ont marché avant. Les Hollywood, ils sont pas fous. S'il y a eu Hunger Games et compagnie, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de livres qui se sont vendus. Donc c'est un juste retour des choses. Ouais. Il y a eu une vente de livres, une adaptation. L'adaptation fait vendre des livres encore par derrière. Ah, mais on arrive après à 400 millions d'Harry Potter, d'exemplaires d'Harry Potter quand même. Comment apprendre à ses parents à aimer les livres pour enfants? De Yates aux éditions Rue du Monde, c'est le choix de Marcel Petritschol. Oui, de Serre Yates. Alors je le dis de suite, le titre est un petit peu ronflant comme ça, mais c'est un bouquin qui est vraiment très très drôle. Les deux auteurs ont choisi vraiment l'humour pour traiter ce sujet, humour très malicieux et un petit peu décalé. Ben voilà, ça va raconter à quel point un livre c'est fait pour rêver, s'amuser, parler de la vie, parler de la famille, parler de soi aussi. Alors il y a une dizaine de mises en situation. Ça c'est sur la page de gauche, ça commence toujours par « Si tes parents ». Sur la page de droite, vous avez la réponse de l'enfant. Réponse un petit peu décalée, très souvent. Un enfant peut imaginer d'autres réponses aussi. Et après, vous avez une double page où là, ça part un petit peu dans tous les sens et on rigole vraiment beaucoup. Il y a une surenchère, vraiment dans la drôlerie. Deux petits exemples. Si tes parents disent que les livres pour enfants ne racontent que des bêtises, je vous laisse imaginer ce que peut répondre un enfant. Par exemple, moi, j'aime les bêtises. Pourquoi pas? Surtout vous. Surtout moi, c'est pour ça. Si tes parents te répètent sans cesse que tu ferais mieux de lire des livres utiles pour l'école. Quelle horreur. Qu'est-ce qu'on peut... Oui. C'est la réponse de Christine Siméon. Vous verrez, en répondant ça, vous allez pouvoir terminer à France Inter en tant que journaliste. Bon, la réponse est toute simple. Est-ce que les professeurs ne lisent pas des livres pour enfants dans les écoles? Bien sûr. Tout simplement. Donc voilà, même vous, enfin, nos enfants peuvent s'amuser aussi à trouver des réponses. C'est toujours très percutant et très drôle. Vraiment, je tiens là-dessus. C'est bourré d'argumentaires, en fait, pour dire aux enfants, achetez. Il y a énormément de références aussi concernant les livres pour enfants. Un livre qui montre les bienfaits de la lecture du soir ou du jour. Pourquoi que la lecture du soir, après tout? Les enfants ne seront plus jamais à court d'arguments. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que les enfants, ils ont un rôle à jouer. En fait, ils se font les porte-paroles. Ils disent à nous, adultes, retrouvez un petit peu votre âme d'enfant avec nous. Venez avec nous et retrouvez notre âme d'enfant. Et surtout, ce que dit ce livre, c'est laisser choisir les enfants les livres qu'ils ont envie de lire. Ne leur imposez pas un choix. Même moi, en tant que libraire, je le disais, laissez vos enfants choisir. C'est jamais bon les choix qu'on impose, nous, à nos enfants. Voilà, message clair, c'est simple et franchement, c'est très, très, très drôle. Et c'est surtout un livre qui fait parler l'imaginaire. Voilà. Et quand je parle d'imaginaire, je suis obligé de faire référence à Neil Gaiman, auteur de comics, qui a écrit un petit texte qui s'appelle « Pourquoi notre futur dépend des bibliothèques, de la lecture et de l'imaginaire ». C'est en téléchargement gratuit, c'est au Diable Vauvert. Il y a une dizaine de pages. C'est un hymne à la lecture et à l'imaginaire. J'en ai souvent parlé dans cette émission et je continuerai à chaque fois que je le peux. Voilà, lisez ça. Comment apprendre à ses parents à aimer les livres pour enfants aux éditions Rue du Monde de Yates, le choix de notre libraire Marcel Petritschol. Et une chose très importante qui s'est passée en début d'année, pour la première fois en Angleterre, les ventes de livres jeunesse ont dépassé les ventes de romans. Ah, c'est vrai, vous me l'avez dit en coulisses et vous teniez à... Et c'est un phénomène européen. Voilà, partout en Europe, les ventes de livres jeunesse explosent. Dites-moi, Marie-Jo Dominique. Oui. Il y a quelque chose de prévu autour du livre jeunesse? Mais tout à fait, nous commettons un livre ensemble. C'est l'instant promo, si vous voulez. Nous pouvons le faire. Alors, un très beau livre jeunesse qui a une double fonction. L'amusement, mais aussi amener les enfants au Palais Fèche. Voilà. L'idée, c'était... au cours d'un atelier d'écriture, j'ai amené les enfants au Palais Fèche et c'était un travail autour du zoo et donc je ne veux pas trop en dire non plus. Il ne faut pas spoiler. Voilà. Donc c'est une histoire qui se passe au musée Fèche. Il y a un petit zoo, une énigme,
Voilà, bien. Et voilà, il n'y a plus qu'à... Le titre, on va quand même Le Petit Zoo du Musée Fesch, aux éditions des Les Immortels. du Musée Fesch, aux éditions Les Immortels. Par Dominique May, mais illustré par Alexandra Rose. Et illustré par Alexandra Rose, c'est important de le signaler. Très belle Ah oui, illustration. très joli. Très, vraiment Et on va essayer à retrouver dans quelques semaines. Oh oui, vraiment, chez ça Tout Bon devrait- Libraire. Bien sûr. Et il en existe Il en encore, reste. des Il en bons reste. libraires. Marcel, donnez-nous un petit conseil, il nous reste allez, 1 minute, on fait un peu de rab, un petit conseil, un livre jeunesse qui vous a marqué, même enfant, il y a quelques mois peut-être, enfant, je ne sais pas, les comics. Comics, des non. Un livre qui s'appelait Dis-moi combien je t'aime. C'était un petit lapin qui demandait à son maman. Oh, c'est beau. Et ça finissait que je t'aime jusqu'à la lune. oui, Voilà. On va Un petit terminer cette lapin, émission en se demandant comment nous nous aimons Aux éditions Pastel. aux éditions Pastel. Oui, alors ce qui est important, c'est vrai que se tourner vers des maisons d'édition, des petites maisons d'édition qui font de très belles choses aussi. Merci beaucoup à vous quatre d'avoir accepté l'invitation et d'avoir débattu autour du livre jeunesse. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur France 3 Corse Vie, restez là pour la suite des programmes. Je vous dis à demain, même lieu, même heure. Ça se passe pendant le 20h.